Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis évidemment extrêmement ravi de vous voir si nombreux, mais ce soir pour une rencontre inédite, étant donné que c'est une avant-première, que la série Blackwater sortira le 7 avril prochain. Je vous rappelle que l'ensemble des informations sur ces rencontres se trouvent sur le site vue.com et que vous pouvez évidemment retrouver toutes les rencontres, y compris celle-ci, en replay et en podcast sur toutes les plateformes. Alors, ce soir, nous avons la chance de recevoir Yoko Lacour qui traduit la série Blackwater et Dominique Borde, que nous avions déjà reçu il y a à peu près un an et demi pour nous parler de son travail éditorial si singulier. Alors, avant de parler de l'origine du projet, j'aimerais qu'on évoque le format particulier de Blackwater, qui aux États-Unis s'appelle un paperback. C'est un roman donc, publié chaque mois dans des formats poche. Dominique, c'est encore un pari que vous faites, un pari dont on a l'habitude avec vous. Comment vous allez conquérir le marché français avec ce format-là qui n'existe pas en France? Et donc, c'est plutôt inédit de sortir cela en 2022. Racontez-nous ce pari fou. Alors, comment je vais conquérir? Alors ça, j'en sais rien, mais enfin, il y a 10 000, on a mis sur pied 10 000 choses pour arriver à publier Blackwater sous cette forme, qui me semblait la plus évidente parce que c'est celle que Michael McDowell a voulu. Vous avez parlé des Paperbacks Originals, qui sont en fait comment dire, ce qui a succédé au pulp en fait aux États-Unis et qui étaient en fait des tirages très massifs et qui étaient diffusés partout et qui étaient littérairement, disons, au sens large, considérés comme de la littérature de gare. Alors, c'est quand même un peu une erreur de considérer que c'est que de la littérature de gare parce qu'il y a eu beaucoup d'auteurs très connus qui étaient publiés aussi en paperbacks original. Mais il y a eu aussi beaucoup de littérature, entre guillemets, dite de genre, et qui est souvent déconsidérée, et que ce soit des polars, que ce soit des aventures, que ce soit des cow-boys, etc. Et c'est très de la romance, tout ça. Voilà, et c'est très décalé. Et donc, les paperbacks originals, c'était vraiment ça. Ça pouvait être inédit, comme ça pouvait être aussi des rééditions, et qui sortaient et qui étaient accessibles très, très largement. C'était disponible dans le store, mais par contre, il y avait zéro presse sur ce type de sortie, en fait. Il n'y avait jamais de critique, etc. C'était vraiment c'est un marché à part. C'était un marché à part, etc. Et donc, en France, pour que ça fonctionne, là, c'est cash quand même comme question, parce que j'ai pas de solution, sinon ça serait trop facile. Moi, l'idée, en fait, au tout début, j'avais très envie de le publier sous forme de 1200 pages, en fait, au départ. Moi, j'ai découvert le livre comme ça. Un gros pavé, j'aime beaucoup les gros livres parce que ça accapare du temps au lecteur, parce que c'est intéressant, parce que ça fait partie des choses que j'aime. Mais plus je découvrais la traduction, plus je découvrais la vie de Michael McDowell, plus je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout du charcutage qui avait été fait par un éditeur. En fait, cette histoire de sortie en 6 volumes, mois après mois, de janvier. Je pensais que c'était vraiment un livre qui avait été charcuté volontairement pour faire gagner plus d'argent. Pas du tout, en fait, c'était McDowell qui avait eu cette idée. Il voulait écrire une grande fresque, suivre des personnages sur plusieurs générations. Et, et lui qui n'écrivait pas en fait des très très gros livres, il écrivait des bons livres, enfin pas des bons livres, mais d'un volume raisonnable, s'est lancé là-dedans avec l'idée précise de le publier sous forme de feuilleton parce que il était lettré, il allait devenir, enfin, il aurait pu devenir prof de lettres, il a fait ses études à Harvard, et il y a forcément une influence, même si j'ai pas la preuve que ça vient de là, qui voyait très bien comment feuilletonner son projet. Et il l'a fait. Et moi, ça a transformé ma façon de voir le livre. Et je me suis dit, mais oui, c'est la clé, en fait. C'est la clé parce que c'est un auteur qui a voulu raconter une histoire d'une autre façon. Et ça, c'est le cœur de beaucoup de livres que j'ai publiés. Le fait de raconter une histoire, c'est une chose, c'est génial, c'est vraiment génial, surtout si ça marche.
et surtout si ça marche, et surtout si on l'a fait d'une autre façon. J'en ai publié plein des livres comme ça, je sais pas, La maison dans laquelle, Énigme Marcheur, mais plein en fait, la façon de raconter l'histoire et de renouveler la façon de raconter une histoire. Et là, il le renouvelle, entre guillemets, pour lui, en le feuilletonnant. Et tout ça a fait sens. Et après, en fait, c'est surtout des problèmes plutôt que des anticipations de succès qui se sont succédés. Et voilà, après, je peux rentrer dans le détail, mais on a le temps de revenir sur tous les aspects, parce comme je l'ai dit, il y a un lancement pareil. Enfin, c'est un très, très gros tirage. Il y a plein de raisons à ce tirage, mais c'est forcément euh, l'acmé de ce que j'aime faire, en fait. Ça mobilise toute la chaîne du livre, c'est-à-dire de mon équipe, aux freelances qui travaillent avec moi, à Yoko, à tout le monde, aux représentants, à Harmonia Mundi, aux équipes commerciales, aux libraires, à mes attachés de presse, aux imprimeurs. Il y a tellement de gens qui ont participé de façon active dans le projet, et chacun apportant une petite dimension supplémentaire, que ça en fait quelque chose d'extrêmement chargé de sens et qui répond théoriquement à comment dire, toutes les attentes, à toutes les embûches que j'ai anticipées sur son chemin. Bah, après, on verra bien, hein, peut-être que je me trompe et que je mettrai la clé sous la porte en juillet. Voilà quoi, vous pourrez racheter les stocks, pas cher. Voilà, mais Non, après, on n'espère pas. Mais pour le coup, alors, je pense. on va peut-être parler de Yoko parce qu'on va profiter d'elle une bonne trentaine de minutes. Après, elle doit s'absenter. Pour le coup, Dominique et Yoko, j'aimerais avoir votre vision des choses par rapport au choix de Yoko déjà pour la traduction. Et ensuite, Yoko, par rapport au défi qui s'offrait à vous de traduire ces six tomes rapidement, j'imagine. Je pense que les délais n'ont pas dû être forcément très longs. Pour le coup, comment vous voyez les choses tous les deux? On va peut-être commencer par Dominique, peut-être pour nous parler de Yoko en premier. Alors rapidement, alors là, rapidement, ça s'est pas passé rapidement, parce qu'il y a une petite interruption pendant ce temps-là. Madame a décidé d'avoir des enfants. C'est incroyable dans notre société contemporaine. Non, non. Alors pourquoi Yoko? Parce que Yoko, elle a toujours un peu travaillé avec moi pour faire des lectures de livres que j'avais pas le temps de lire. Et j'aime beaucoup sa sensibilité, sa façon de s'impliquer dans le texte, et qui a souvent été pour moi d'une aide déterminante, non seulement pour choisir le livre, mais si je l'avais choisi aussi pour ensuite le penser. Et puis au bout d'un moment, à force de faire ça, elle s'est vexée parce que je ne l'employais jamais comme traductrice, hein. Et ce qui est vrai, hein, et elle m'a fait toute une scène, je me rappelle, il y avait des Euh, larmes, etc. C'était fou, quoi, c'est vraiment un truc de fou. Alors moi, je ne savais pas où me mettre. Bon, bref, et donc j'ai dû accepter. Et le premier truc qui m'est tombé, je me suis dit, elle va dire non, je vais lui proposer un Ça truc de va. 1200 pages. Voilà, tiens, prends ça, tu vas le faire. Et voilà, non. Alors, voilà, et on s'est trouvé sur ce projet qu'elle avait beaucoup apprécié en lecture. Et je me suis dit, pourquoi pas, enfin, l'occasion de collaborer. Oui, bah, effectivement, moi, Yoko? donc voilà, j'ai commencé comme lectrice quand on s'est rencontrés il y a plusieurs années. Et en lisant Blackwater, en fait, c'est pas de la nostalgie. J'ai adoré le bouquin et c'est vrai que j'ai commencé à lire, donc très jeune, du fantastique, à 10 ans, j'avais lu tout Stephen King, etc. Enfin, voilà, je viens de cette littérature-là, de genre. Et, voilà, en découvrant Blackwater, j'ai retrouvé cette veine un peu, ces lectures pas d'enfance, parce que ça paraît un peu. Mais. Et voilà, j'ai demandé à Dominique si je pouvais essayer, enfin, si je pouvais faire un essai. Et l'histoire, en plus de McDowell, donc le fait qu'il est, comme vous disiez, qu'il l'écrive en série et qui plus tard a inspiré d'ailleurs la ligne verte de Stephen King. Enfin, ils étaient proches, les deux auteurs. Et voilà, il y avait plein de choses qui m'ont porté à enfin sauter le pas et faire ma demande,
enfin, demander à Dominique si je pouvais faire l'essai. Et puis voilà, je suis très heureuse que ça lui ait convenu. Et sinon, pour les défis, en fait, bah oui, c'est un pavé. Mais, voilà, j'aimais le fait que ça puisse se lire d'un trait. Vous parliez d'un autre mode de lecture. Et effectivement, c'est pas, je ne m'intéresse pas trop aux séries si elles se finissent sur des cliffhangers, des trucs comme ça. C'est pas, j'ai pas la patience d'attendre. Donc j'aimais la temporalité du bouquin, que les choses en fait prennent le temps de s'installer. Et c'est vrai que dans l'écriture, le défi, il était là en fait de pouvoir tenir ce fil, que d'en même temps d'installer le lecteur enfin, de rendre ce que l'auteur en fait a fait, de poser une espèce de monde dans lequel on rentre, et puis ensuite on est embarqué. C'est la métaphore du fleuve. Ensuite, voilà, on décide de cheminer avec lui. Et les défis de traduction, Notamment vos difficultés. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières à traduire McDowell? Est-ce qu'il y a par rapport au style notamment, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez peut-être buté sur certaines choses, et qui vous a aidé, puisqu'on rappelle que l'auteur est décédé en 99, vous n'avez pas pu vous appuyer sur lui. Alors expliquez-nous. bon, en fait, une des difficultés, c'est vrai qu'il y a le ton. En fait, donc le roman, donc voilà, c'est une fresque qui suit une famille sur quasi 50 toute la ans. moitié, toute la première moitié même un peu plus, ces années 60, enfin, Mhm. du XXe siècle. Pourtant, et donc il se passe, voilà, la Première Guerre mondiale, enfin la Deuxième, etc. Et plein de changements, l'émancipation des femmes, le droit de vote. Eux, ils ont encore des domestiques noirs. Donc c'est vrai que pour un lecteur français, ça peut un peu paraître étrange. Mais jamais il y a en fait, au niveau du lexique, du vocabulaire, du style, il n'y a pas c'est pas vraiment daté. C'est-à-dire que le ton est toujours très moderne. Donc, il fallait en même temps, en fait, c'était un jeu d'équilibre entre comment on fait parler les personnages. Est-ce qu'ils vont employer un vocabulaire euh, euh, en fait, qui soit un peu hors du temps. C'est-à-dire ouais, enfin, je sais pas comment je Non, c'est m'exprime ça. pas très bien. En fait, voilà, il a fallu que que je choisisse des mots qui pouvaient passer, enfin des termes qui pouvaient passer tout au long de ces années qui passent, sans qu'à un moment on se dise qu'il y a des anachronismes de lexique, vous voyez. Mhm. Donc bon, voilà, c'était une espèce d'équilibre comme ça à trouver, à mesurer un peu leur façon de parler, Mhm. les tournures de phrases, etc. Mhm. Oui, carrément. C'était vraiment un défi, ça, parce qu'il y a vraiment une forme de fluidité permanente du texte dans la version originale, et un peu une intemporalité en fait, dans leur façon de parler, ce qui crée en fait aussi une sorte de fait de ne pas trop le marquer. Ça crée aussi, comme l'a dit Yoko, une sorte de monde à part. Alors, on croit qu'on est en Alabama en 1919, mais en fait, c'est pas tout à fait ça l'enjeu de ce livre. Il est plus global. Il nous englobe, il nous prend, et ça fait partie des ressorts qu'a utilisé McDowell, de pas trop marquer, alors qu'il sait le faire. Moi, j'ai lu un autre roman historique de lui, c'est très très marqué. Ça va beaucoup plus loin dans le vocabulaire, etc. Et là, il a choisi volontairement de ne pas le faire, tout en gardant certains marqueurs historiques corrects, quoi. La ségrégation, enfin, c'est quand même très présent. Il parle vraiment, le livre numéro 2, la digue commence par une prière où on dit, je ne sais plus trop quoi, mais préserve Dieu, préserve-nous des animaux enragés, des nègres en fuite. C'est chaud. Alors nous,
on l'a conservé parce que c'est vraiment volontaire. Et lui, c'est quelqu'un d'extrêmement progressiste et il l'a mis. C'est un marqueur historique fort pour lui, quoi. Et, euh, et en même temps, il a cette modernité, cette fluidité. Et voilà. Voilà. Ce qui est intéressant, j'ai trouvé, dans l'écriture, c'est il y a plusieurs niveaux, comme les niveaux temporels qui se succèdent dans le livre. Il y a 3 niveaux. Il y a un niveau historique général, c'est l'histoire du monde, la Deuxième Guerre mondiale, la crise de 29, etc. Il y a un niveau intermédiaire, la vie aux États-Unis, voire dans l'Alabama, voire à Perdido. Et enfin, il y a un niveau plus proche du microcosme central de la famille. Et ces 3 niveaux, en fait, ont un rythme d'écriture légèrement différent. C'est-à-dire que plus on monte, plus c'est condensé, plus c'est saccadé. Enfin, pas saccadé, mais c'est compacté. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire du monde, on nous la raconte très vite. L'histoire de Perdido, on ralentit un peu, mais ça va quand même très vite. Ça va quand même vite. Et ensuite, on se rapproche vraiment des casquets. Et là, ça ralentit. Ça ralentit jusqu'à la scène. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'il n'y a pas de moment où ça crée une gêne, en fait. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé que ça gênait. J'ai trouvé ça assez efficace. Ça donne un côté un peu échevelé au récit. Et on va à l'essentiel, quoi. Voilà, ça, c'était intéressant de réussir à conserver ça aussi, tous ces rythmes. Et justement, on parlera tout à l'heure plus en détail de la chose, mais McDowell avait ce sens-là d'un cinéma d'horreur qu'il aimait particulièrement, et il ne pouvait pas le faire à l'écrit. Alors, il a essayé de le faire et il le fait parfaitement. C'est ce que vous disiez à l'instant. On a l'impression qu'il retranscrit ce qu'il aurait aimé voir dans des films d'horreur, des films de genre dont il était spécialiste. Ben, je ne sais pas, Yoko, si vous voulez. Non, Comment- déjà, je savais pas qu'il. Enfin, comme il a écrit un truc fantastique. J'ai pas compris, c'est-à-dire que En fait, à ce que l'écrit, vous. de ce que j'ai compris, à l'écrit, il a essayé, il a tenté de mettre du Ah, rythme, de mettre des gestes, ah, de ah, saccader aussi le ouais, récit. C'est ça, en de fait, saccader le ça récit. fait partie. Ça, c'est intéressant là, ce que vous dites, parce que ça fait partie des éléments qui m'ont fait comprendre, moi, personnellement, l'écriture de McDowell. Parce qu'au départ, très personnellement, moi, je pensais que c'était vraiment écrit, pas avec les pieds, mais pas loin. Pour moi, c'était quelque chose de grand public, assez vraiment simpliste. Et voilà, il m'a fallu du temps, en fait, pour comprendre que c'est pas du tout le cas, que c'est quelqu'un qui s'interrogeait sur la notion de rythme des mots. Il disait, et c'est l'exemple que vous citez, que on ne peut pas rendre l'horreur cinématographique, on ne peut pas la rendre à l'écrit. Il faut trouver d'autres moyens. La main qui surgit, le jump scare, c'est pas possible. En fait, il faut accélérer des phrases en les compactant, scinder d'autres, etc. Et quelqu'un qui est capable de penser comme ça et de l'appliquer à son écriture, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais franchement, je fais erreur. Et effectivement, je faisais totalement erreur. Et ce que je subodorais comme être de la simplicité, etc., c'était pas du tout simple, en fait. C'est franchement bien écrit. Et il arrive à une fluidité étonnante, voilà, qui a l'air extrêmement facile à faire. Et non, ça marche très bien. Et la simplicité est difficile déjà à écrire, à Et traduire, à elle traduire. est encore plus difficile parce qu'effectivement, c'était Bernard Shaw qui disait j'ai pas le temps de vous écrire une lettre courte, alors je vous en écris une longue. Et en fait, il y a un côté où c'est plus facile voilà, d'être un peu incontinent, enfin, plus facile, j'en sais rien, mais et il y a effectivement, enfin, une, c'est pas que c'est dépouillé, mais ça va droit au but. Donc, en fait, il faut arriver à rendre ce style. Et comme vous disiez, les scènes, en fait, ça m'avait interpellée. Donc, voilà, ça suit une temporalité, enfin, on peut dire c'est fluide, ça suit son cours. Mais les scènes d'horreur, qui sont finalement assez rares, c'est comme si le temps s'accélérait. Et là, on a une brutalité même dans les termes qu'il emploie, et donc dans l'action évidemment, mais qui fait comme une espèce de bulle en soi dans le roman et qui choque en fait quand on les lit parce que voilà, c'est cette image du tourbillon, on suit le cours
le cours de la rivière. D'un coup, il y a ce tourbillon donc, de violence, de brutalité, et hop, si on en ressort, et puis l'histoire continue, Mhm. et ça crée un décalage qui est évidemment voulu, et qui en plus est difficile à rendre, parce que voilà, c'est deux tons qui se confrontent, et il faut réussir à sortir à chaque fois de se mettre dans ce tourbillon de brutalité, en ressortir et reprendre une, une forme plus simple, enfin simple d'apparence, et, euh, et continuer, quoi. Ouais, Et si ouais, c'est ça, sûr. après, si vous dites c'est sa manière cinématographique, je savais pas, et je le découvre avec vous. Alors, oui, beaucoup ont eu la chance de lire le premier, voire les 2 ou les 3 premiers tomes. On va peut-être faire un point déjà sur ce que raconte Blackwater, ou raconter peut-être le prologue, et Yoko nous lira un extrait tout à l'heure, où l'on retrouve ces 2 personnages qui parcourent la ville recouverte d'eau noire dans une barque, et puis un troisième personnage, Elinor Damert, qui sera l'élément perturbateur et qui arrive très rapidement dans le récit. Est-ce que vous pouvez, Dominique ou Yoko, ou peut-être tous les deux, euh, sans dévoiler évidemment, puisque c'est une série à feuilleton, donc évidemment on ne dévoilera rien, ne serait-ce que du premier tome, mais au moins sur ce postulat de départ, comment se déroule l'action, où se situe-t-on? Nous sommes évidemment en Alabama, on en parlera tout à l'heure aussi, dans cette ville de Perdido, qui est à la fois fictive, enfin réelle, mais en même temps fictive. On en parlera aussi tout à l'heure. Mais racontez-nous ce postulat qu'a voulu décrire McDowell. Mhm. Je vous laisse, Yoko, je vous laisse d'accord. pitcher. J'ai peur d'en dire trop Ok, ou alors pas assez. tout démarre en Alabama, dans une petite ville imaginaire, mais qui existe aussi, qui a été construite à la confluence de 2 rivières, la Blackwater et la Perdido. Et tout démarre un jour de Pâques 1919, lorsque Oscar Cascade, avec son domestique Bray, suite à une crue dévastatrice qui a forcé la population à se réfugier sur les hauteurs, lui et son domestique vont voir l'étendue des dégâts et rament dans la ville où il y a encore 4 mètres d'eau. Et en constatant les dégâts qui sont incalculables, ils tombent nez à nez avec une jeune femme aux cheveux bous, ocre, qui aurait soi-disant survécu pendant 4 jours sans boire ni manger dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel. Et ils la ramènent avec eux, donc sur les hauteurs. Donc tout ça, c'est la temporalité très lente, la plus lente qui est. Et à partir de là, démarre vraiment le roman où cette étrangère, comme beaucoup d'étrangers, dans le sens qui sont l'antagoniste, euh, va vouloir se faire sa place dans la famille Casquet. Il faut savoir qu'à Perdido, il y a 3 grandes familles qui sont les propriétaires des scieries, parce qu'on vit du travail du bois et du bûcheronnage là-bas. Tout est basé là-dessus. Et ces familles sont très riches et possèdent beaucoup de terres. Et Elinor Damer va vouloir très vite se faire une place dans une de ces familles. Ce qui ne spoile rien, c'est le petit détail, hein, c'est que très vite on s'en rend compte. Elinor Damer n'est pas tout à fait ordinaire, c'est plutôt même une sorte de monstre fluvial ou de monstre marin qui, dès qu'elle touche l'eau ou s'y baigne, se transforme en quelque chose de tout à fait différent. Voilà, et ça passe un peu comme une lettre à la poste et qui a besoin de temps en temps de croquer quelqu'un. Voilà l'un des twists du truc, c'est la figure, c'est pas un twist, pardon, c'est l'un des ressorts clés, c'est cette figure totalement énigmatique qui est cette femme qui n'est pas tout à fait une femme, qui est une figure étrange, un peu surnaturelle, extraordinaire, et qui donne au récit son caractère totalement épique, et qui est là. Est-ce que c'est une bonne fée? Est-ce que c'est une sorcière? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, pour pitcher l'ensemble, c'est comme ça que j'en parle. C'est comme ça que j'en parle de façon courte. Après, je peux la faire plus longue si vous voulez. Yoko, Oui. vous validez? Non, et puis ce qui est intéressant, après, je ne sais pas si c'est en dire
mais que cette famille casquée, voilà, dans laquelle elle va vouloir se faire sa place et dominer, en fait, fonctionne comme un matriarcat. En fait, la tête de famille, c'est la mère d'Oscar, Mary Love, et va se jouer entre les deux femmes une espèce de lutte sans merci, parce que voilà, on se rend vite compte que les hommes dans le roman sont un peu fallot, et puis celle qui porte la culotte, quoi. Enfin, voilà, ce sont les femmes. Donc, c'est vraiment un roman qui tourne autour, En ou plus, en tout cas, les femmes ont la part belle, et voilà, ce ouais. qui est assez peu courant, surtout en plus au début au début du XXe siècle, de voir comme ça, même toute la ville, hein, elle parle Perdido, c'est toutes les femmes qui tiennent un peu leur mari, enfin, par, Ouais. En sous-main, quoi. En sous-main, voilà, c'est ça. c'est un des ressorts du bouquin qui sont en plus, qui le rendent d'autant plus intéressant. C'est que, Mhm. effectivement, il y a plein de niveaux, en fait, on pourrait, Mhm. enfin, C'est ça qui en fait un dire, livre très riche, en fait. C'est que McDowell se défendait d'écrire des livres avec des livres philosophiques, etc. Il disait qu'il détestait ça, mais il disait, j'écris toujours avec quelque chose dessous, quoi. Il y a toujours un support philosophique à tout ce que je fais. Et la société matriarcale en étant, et au-delà de ça, sa dyade centrale qui est la relation mère-enfant, en fait, qui est la clé, une des clés de ce livre. C'est un livre pour explorer la relation mère-fils, mère-fille, mère-enfant, quoi, au sens très large du terme, et qui est très présent, hein, qui est métaphorique, qui est réel, qui est exploité dans tous les sens. Euh, enfin voilà, ça, c'est un des trucs très très forts, quoi. Qui se dégage très vite, on le dit très vite, mais finalement c'est très présent, quoi. Ça du tout au long et jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à la fin du livre. Ça, c'est un des points très très forts du bouquin. Il est très moderne sur cette approche-là, et puis pas que, quoi. Il a été écrit il y a déjà 40 ans, Ouais, ouais, ouais. et est Ouais. toujours surprenant. Yoko, est-ce Ah, que surtout, vous avez pas tout vu. Il y a certaines choses qui sont vraiment waouh. Il y a des trucs qui sont dedans, qui sont très très en avance, en fait, hein, et qui passent. On parle d'un roman entre guillemets populaire, très large, et vers le chapitre, enfin, vers le livre 3 ou 4, il y a des choses. On se dit putain, c'était vraiment fort, quoi. C'était fort. Mais il était progressiste, hein, il était très engagé dans la cause des homosexuels. Enfin, lui-même, enfin, il avait son compagnon. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui était très 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 présent. Il faisait partie de groupes politiques. Enfin, c'est pas anodin, quoi. Même si c'est pas le sujet. Il fait passer tout ça derrière la fiction et ça fonctionne très bien. ça. Bref, Mm. je m'étends pas. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, avant les questions, parce qu'elle s'adresse à Dominique et on profite encore Ah, un peu de Yoko. Yoko, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire quelques pages, en tout cas un petit extrait du prologue? Quelques paragraphes, oui. Oui, pas quelques pages. Pardon. Et la question Ah, qui... Pardon Yoko, mais il y a une question dans le chat sur l'âge à partir duquel on peut lire Blackwater. Je crois que c'est 14 ans. moi, Euh, je dis 14 ans. Ouais. oui. Ma Après, moi, je fille, vous dis, à 10 ans, j'avais lu tout Stephen ouais. King. Peut-être que c'était un peu... Bah, dès le premier Stephen King, c'est valable, hein. Mais oui, 14 ans, ça me semble Mm, un bon âge. mm. Il n'y a pas de... Euh, Alors, à l'aube du dimanche de Pâques 1919, le ciel au-dessus de Perdido avait beau être dégagé et rose pâle, il ne se reflétait pas dans les eaux bourbeuses qui noyaient la ville depuis une semaine. Immense et rouge-orange, le soleil rasait la forêt de pins accolée à ce qui avait été Baptiste Bottom, le quartier où les Noirs affranchis s'étaient installés en 1895 et où leurs enfants et petits-enfants vivaient encore. Désormais s'étendait à perte de vue un magma fangeux de planches, de branches d'arbres et de carcasses d'animaux. Du centre-ville ne surnageaient que la tour carrée de la mairie et le premier étage de l'hôtel Osceola.
Seule la mémoire aurait pu attester de l'existence des rivières Perdido et Blackwater qui, à peine une semaine plus tôt, parcouraient encore la bourgade. Les 1200 habitants s'étaient tous réfugiés sur les hauteurs. À présent, la ville se décomposait sous une vaste étendue d'eau noire et puante qui commençait seulement à refluer. Les frontons, pignons et cheminées qui n'avaient pas été arrachés et emportés par le courant saillaient de la surface sombre et luisante tels des signaux de détresse de pierre, de briques et de bois. Si bien que les branchages et les déchets non identifiés, bouts de vêtements, débris de meubles, qui frôlaient leurs appels à l'aide muets, s'y accrochaient dans leurs dérives comme autant d'anneaux de crasse autour de doigts tendus. L'eau noire l'appelle paresseusement les façades en briques de l'hôtel de ville et de l'Océola. À part ça, les flots étaient silencieux et immobiles. Qui n'a pas vécu une inondation de cette ampleur s'imaginera que les poissons nagent librement à travers les fenêtres brisées des maisons, mais ce n'est pas le cas. Les vitres ne cèdent pas. Quelle que soit la solidité d'une bâtisse, l'eau s'infiltre toujours par le plancher. Invariablement, un cellier sans fenêtre comme un porche ouvert aux 4 vents seront inondés. Les poissons s'en tiennent à leur cours, inconscients des mètres de liberté supplémentaires déployés au-dessus d'eux. Les eaux d'une crue sont sales et pleines de choses sales. Les poissons chasent et les brèmes, désorientés par l'obscurité nouvelle, s'échinent à nager en cercle autour des rochers, des algues et des jambages de ponts qui leur sont familiers. Oui, vas-y. Pardon. Si quelqu'un s'était tenu dans la petite pièce située sous l'horloge de la tour de l'hôtel de ville, à regarder par la meurtrière est, il aurait vu approcher sur la surface huileuse de ces eaux nauséabondes, comme émergeant des décombres de la nuit, un canot solitaire avec 2 hommes à son bord. Mais il n'y avait personne dans cette pièce, et la poussière sur le sol de marbre, les nids d'oiseaux dans la charpente ou le murmure d'agonie des derniers rouages à n'avoir pas encore rendu l'âme demeurèrent inaltérés. Qui aurait pu remonter le mécanisme de l'horloge alors que la ville avait été entièrement évacuée pendant la crue? Aussi le canot solitaire poursuivit-il sans témoin sa navigation solennelle. Il arrivait lentement du nord-ouest et des riches demeures des propriétaires des scieries, elles aussi reposant sous les eaux de la Perdido. L'embarcation à rame, peinte en vert, fait étrange, tous les canots du coin arboraient la même couleur, était manœuvré par un noir dans la trentaine, tandis qu'assis à la proue se trouvait un blanc, de quelques années son cadet. Les 2 hommes gardaient le silence, médusés par le tableau irréel qu'offrait la ville, où ils étaient nés et avaient grandi, noyés sous plus de 5 mètres d'eau fétide. Depuis la première Pâque à Jérusalem, nul soleil ne s'était levé sur un spectacle aussi désolant, ni n'avait suscité autant de désespoir dans le cœur des témoins de cette aube naissante. Voilà. C'est cool. Merci. Ouais, c'est cool. Libéré, Yoko, on demande dans le chat si vous avez d'autres projets en cours en tant que traductrice. J'ai vu que vous aviez traduit Suzanne Steiner, mais avec Dominique, ouais. Il y a d'autres projets en cours, notamment. Bah oui, est-ce que Oui, oui. Oui, c'est ouais, bon. D'accord. Il n'y a pas de secret. Oui, effectivement, il y a un projet, un beau projet. Voilà, un projet ambitieux. Voilà, qui va prendre du temps et je suis très heureuse de continuer à qu'il me refasse confiance et je ne sais pas quoi vous dire dessus, mais oui, il y a quelque chose qui... Ce ne sera pas pour tout de suite, je pense. Ce ne sera pas le mois prochain. Non, ça c'est sûr. Non, c'est... Non. Je laisse, c'est lui l'éditeur. C'est ça. Merci. Voilà. Merci Yoko. Merci infiniment pour votre présence. On vous libère. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Oui, je suis désolée, c'est vrai que c'est difficile. Je n'ai pas l'habitude de super. parler à des gens, en fait, tout simplement. C'est très bien. Très bien. Donc, et on voilà. vous félicite encore pour votre superbe traduction. Très, très belle activité. C'est vraiment j'ai lu les 2 premiers. En effet, une superbe traduction. Et il faut le noter, à chaque fois, les traducteurs font beaucoup pour la littérature, et notamment chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors, quand c'est très bien, il faut le dire.
Alors, merci Yoko Lacroix. Je vous remercie et voilà, j'espère que en tout cas ce livre mérite d'être lu et donc merci pour ce que voilà pour votre petit live. Bonne soirée. Avant de vous quitter, Yoko, on a pour Ah, habitude de faire une petite photo avant que vous partiez. ah, Comme ça, on fait la photo tout de suite. d'accord. Parfait. Et c'est bon. Merci. On voit Bon, quelques exemplaires qui sont là. ok, Merci à tous. On en refera merci. tout à l'heure. Oui, je Oui, peux. c'est bon, Yoko. D'accord. Merci beaucoup. Merci Au revoir. Yoko. Ouais, merci. Hein. Au revoir. Ciao. Ah, En même temps. J'adore. On va couper le micro pour Yoko. On coupe Là, le c'est trop micro, bien. Yoko. C'est sacrée pression, j'ai l'impression. Isabelle, c'est à toi. C'était le cri du cœur, hein, vraiment. Bonsoir à tous, bonsoir Dominique, merci pour cette rencontre, c'est super. Et du coup, j'ai la chance d'avoir bénéficié, j'ai pu aussi lire le premier tome. Je déteste la science-fiction, non, c'est pas vrai, j'adore Beetlejuice, enfin, c'est du coup ce qui m'a énormément attiré au départ dans cette histoire. C'est super, moi je trouve que c'est super bien écrit. Enfin, vous disiez que c'était. Et d'ailleurs, j'ai lu à la fin que McDowell, lui, ce qu'il aimait, c'était justement qu'on dise que c'était un écrivain populaire qui était lu par beaucoup de monde. Et enfin, je trouve que c'est super réussi, c'est hyper fluide, mais c'est pas gnangnan. Enfin, moi, je trouve ça vraiment top. Euh, sur ces petites considérations perso, je voulais savoir du coup combien de temps à l'avance on s'y prend pour ce genre de projet, parce que du coup, c'est 6 volumes à sortir en 6 mois, avec la traduction qu'il faut effectivement prévoir. Et du coup, je me demandais... C'est pas grave. ah oui, du coup, vous les sortez en 3 mois. Mais à l'origine, oui, donc À d'accord. l'origine, c'était 6 mois, il me semble. C'était 6 et là, vous les faites en 3. Donc, encore pire, du coup. Donc voilà, je voulais savoir un peu comment on gère le temps dans un projet comme celui-ci. C'est très compliqué. C'est une question clé parce qu'il y a la question de l'énergie et de la passion et de l'envie autour du projet qui doit tenir sur plusieurs années. En fait, là, c'est une question extrêmement juste parce qu'il faut garder le même désir qu'on a au départ pendant facile 3-4 ans. Celui-là, je l'ai trouvé, j'ai décidé de le faire en 2018. Début 2018, ça fait 4 ans. Voilà, il y a eu plein d'embûches, peut-être avant, un petit peu avant, il y a eu plein d'embûches, il y a eu tout un processus, etc. Il faut très vite, après très vite, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un moment donné où j'ai décidé de le transformer, ce gros livre, j'ai décidé de le refaire comme Michael McDowell en feuilleton, et à partir de là, en fait, tout a changé en fait. C'est-à-dire que si je l'avais sorti en un volume, j'aurais pu mettre 1 ou 2 ans de plus ou 1 ou 2 ans de moins. Mais à partir du moment où j'ai décidé de le faire en 6 volumes, il y avait tellement de choses qui étaient dictées par ça que j'ai dû étirer le temps et de planifier tout en avance, quoi. Il y avait la question du prix, il y avait la question de l'objet, il y avait la question du lancement, il y avait la question... Voilà, et donc, voilà, je sais que je tombe très mal parce que c'est la période électorale, mais néanmoins, en fait, c'est parce que j'en peux plus. J'ai très envie de le libérer, le livre. C'est que je vis avec depuis vraiment maintenant longtemps. Et j'y pense tous les jours, presque tous les soirs. Je me demande qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux inventer, etc. Et maintenant, voilà, il fallait qu'il sorte. Donc, en gros, il y a une temporalité qui s'est posée à partir de, je ne sais plus quand exactement, à partir de quand j'ai décidé de le faire en civil, j'ai écrit une sorte de rétro-planning très long jusqu'à la date de sortie, en essayant de rien oublier, en essayant de prendre toujours du temps nécessaire pour tout faire, et la traduction, et l'édition, et la fabrication, et la commercialisation, etc. Et j'ai bien fait parce que la traduction a été assez longue, mais pas parce que Yoko était longue, mais c'est parce qu'en fait, elle a eu une interruption à un moment donné, donc il a fallu intégrer ça dans le planning. Enfin voilà, c'était très... c'est des temps longs d'édition, mais j'ai l'habitude en fait, j'ai un peu l'habitude. Mais néanmoins, des fois, ça commence à tirer en fait. J'ai envie que le livre sorte, j'ai envie de savoir ce
si les gens sont d'accord avec moi, en fait. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai un peu libéré les livres en différentes opérations où j'envoie les livres aux libraires très tôt en avance. C'est aussi pour avoir un retour, quoi, pour me dire non, mais je ne suis pas tout seul, ou nous, on n'est pas tout seul, l'équipe, à penser que ce livre est vraiment intéressant, qu'il a un pouvoir sympathique qui permet de porter sur lui un regard fort et une bonne histoire, quoi. Donc oui, c'est le temps très long et au bout d'un moment, il faut qu'il sorte, quoi. Il y avait ces deux impératifs, quoi. C'est super. Donc, plus jeune, un peu plus jeune, j'aurais pu attendre encore la meilleure date absolue, etc. Mais là, là, j'ai envie. J'ai envie que ça sorte. Je suis moins impatient. Alors, justement, Dominique, vous avez longtemps enquêté sur McDowell. Vous vous êtes entretenu également avec son compagnon, Laurence Sénélic, et son premier éditeur, Robert Wyatt. C'est quand même un travail de fond, véritablement, sur un auteur qui est décédé il y a peu de temps, une vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous avez appris en allant enquêter sur lui? Est-ce que ça a permis aussi d'avoir une plus-value évidemment bien plus forte sur une saga aussi longue? Pour moi, c'est évident, ça fait partie de ma checklist, en fait. C'est-à-dire que quand l'auteur est décédé, il faut le faire exister. Et pour le faire exister, il faut lire et réunir toutes les informations qui soient possibles. Et s'il n'existe pas d'informations réunies, dans ce cas-là, il faut les produire, les écrire, les mettre en forme, les collecter. Et ça, c'est intéressant. Ensuite, ce type, Michael McDowell, est très intéressant parce que c'est un homme de l'ombre. Déjà, de par son éditeur, les Paperbacks Originals, c'est vraiment, comme je vous ai dit, il a jamais eu de papier dans la presse, quoi. Malheureusement, pour aucun des romans qu'il a fait, que ce soit les romans historiques, les hard-boiled, ou toutes sortes de choses, mais en même temps, ça lui donnait une liberté de ton totalement hallucinante. Il écrivait aussi sous pseudo. Et ensuite, quand sa deuxième carrière a commencé, sa carrière cinématographique, il est resté au scénario, quoi. Voilà, il est pas, voilà. Et puis il acceptait tout à fait ça. Il était très humble dans un des. Enfin, il disait que lui, il écrivait pas pour l'histoire, en fait. Il écrivait pour donner du plaisir aux gens, que les gens attrapent un de ses livres sans difficulté et plongent dedans et aient envie de tout lire et voir même d'autres livres de l'auteur, de lui, quoi. Et ça lui plaisait beaucoup. Et oui, il était très industrieux et très généreux. Et en même temps, il y avait cet équilibre parfait d'être souple sur ce qu'il était capable de faire, de très bien faire, et en même temps d'être très, très modeste, en fait. Euh, Très modeste. Et ça c'est truc le plus intéressant parce que cet équilibre-là, je me devais aussi de le faire exister et déjà de le comprendre, en fait. Ça m'a permis aussi de comprendre ce qu'était Blackwater, ce qu'était ce projet en particulier par rapport à tous ces autres livres. Parce que j'ai lu trois autres livres qui avaient été traduits en français. Ils sont assez différents. Bon, peut-être pas très forcément bien traduits, mais parce que c'était l'époque qui voulait ça, hein, c'est pas les traducteurs. Mais Blackwater est fondamentalement différent de tout ce qu'il avait fait. Et d'ailleurs, à l'issue de Blackwater, quand il a arrêté, quand il a fini, et il a dit voilà, j'ai tout donné, quoi, entre guillemets. C'est comme ça qu'il a dit. Hein. Il a dit, j'ai tout donné au roman, j'ai tout donné à la forme romanesque. Et de fait, 1 ou 2 ans après, en fait, il s'est vraiment plongé dans l'écriture scénaristique. Et il n'est revenu au roman qu'entre 96 et 99, en même temps qu'il a enseigné l'écriture, qu'il a quitté Hollywood, il était malade, il était sous trithérapie. Il allait abandonner la trithérapie parce que c'était le tout début du cocktail, comme ça qu'on l'appelait aux États-Unis. Il allait abandonner et il a commencé à réécrire plusieurs choses de forme romanesque, mais ça l'intéressait moins. Et c'est vrai que quand on lit Blackwater, qui est une somme de 1200 pages, hein, pour quelqu'un qui a déjà écrit 35 romans, c'est pas anodin et c'est vraiment une œuvre à part en plus dans sa bibliographie, quoi. Il y a une intentionnalité. En plus, pardon, il a écrit en 6 mois, ce qui est incroyable. Il a écrit en 6 mois, c'est juste fou. Printemps et été 82, enfin là, on parle de 1200 pages réussies, quoi. C'est vraiment
C'est vraiment fascinant. Et le fait est que, j'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, quel a été l'accueil au moment de la sortie? Ça a très bien marché, en fait. En fait, bon, après, les chiffres des paperbacks originaux sont très difficiles à trouver, mais ça a vraiment très, très, très bien marché. Ça a été un gros, gros succès commercial. Et comme l'a dit Yoko tout à l'heure, suffisamment gros pour influencer 10 ans plus tard Stephen King dans la publication de La Ligne verte. Et voilà, mais suffisamment aussi. En fait, c'est surtout, je le mesure à une hauteur. C'est dans un entretien, McDowell dit, lui, ce qu'il voulait, c'était juste avoir plus d'argent pour pouvoir écrire plus facilement. Et après, Blackwater, c'était le cas. Donc oui, ça a été un gros succès, quoi. Mais voilà. Mais après, difficile de savoir ce qu'il aurait fait parce que de toute façon, il est parti à Hollywood écrire des scénarios, dont Beetlejuice, mais aussi d'autres choses. Ça, c'est plus relatif, c'est plus compliqué, l'histoire est plus compliquée. Justement, par rapport à cet auteur-là, j'ai eu l'impression, en préparant la rencontre, que vous étiez très proche en réalité, et notamment par rapport au fait de faire découvrir au plus grand nombre des romans plus accessibles. J'ai eu l'impression que Monsieur Toussaint Louverture est dans une situation où on a envie d'aller vers davantage de livres qui offrent plus de champ des possibles à certains ouvrages, à certains auteurs. Est-ce qu'il y a une corrélation? Est-ce que vous vous sentez proche de cet auteur-là? Est-ce que ça a fait partie aussi de votre cheminement pour le publier? Euh, pas ce fait-là, pas ce fait-là en particulier. Moi, vous savez, moi, je viens de la littérature de entre guillemets genre qui n'en est pas. Hein. J'ai appris à lire. Non, j'ai commencé à lire très tard. J'étais en fin du lycée, début de la fac, et j'achetais mes livres dans des grandes surfaces, et j'achetais finalement que les trucs clinquants et très gros, et c'était des Dinner Coons, Dan Simmons, etc. Et en fait, pour moi, Blackwater, c'est payer mon tribut, c'est leur dire ce que je leur dois, et c'est ma lettre d'amour à tous ces livres qui sont des très très bons livres et des très bons auteurs, et qui sont étrangement rangés dans des rayons ou considérés comme ou déconsidérés, même si aujourd'hui ça va mieux pour une grande partie d'entre eux, hein, on parle d'une époque, on parle d'il y a plus de 25 ans, donc et pour moi Blackwater, c'est l'équilibre parfait entre ce que je dois à cette littérature, enfin ce qui n'est pas une littérature en particulier, mais qui est, disons, la littérature des raconteurs d'histoire qui ne veulent pas payer de mine, hein, qui s'en foutent de ne pas avoir de critiques dans le New York Times ou dans Le Monde, mais qui veulent juste vraiment amener les lecteurs ailleurs et leur faire passer un bon moment. Et voilà. En plus de ça, il se trouve que Blackwater a d'autres couches de lecture, et ça, c'est juste génial. Alors après, est-ce que ça signifie quelque chose par rapport à mes publications? Moi, moi, ça veut rien dire. Moi, j'ai toujours fait le grand écart entre plein de livres différents. Ça définit plus ou moins chaotiquement ce que je suis, mais l'être humain est chaotique, imparfait et pourtant magnifique. Et puis voilà, j'ai le droit d'avoir une maison d'édition qui est un peu comme ça aussi, quoi. Enfin, magnifique, je fais de mon mieux, mais imparfaite, ça c'est certain. Mais enfin voilà, pour moi, ça s'inscrit parfaitement dans une logique, encore une fois, à la fois d'innovation narrative, d'innovation éditoriale, parce que c'est aussi ça, hein, c'est un livre qui nous laisse une place énorme en fait en tant qu'éditeur, d'accepter, d'embrasser le fait que McDowell, finalement, c'était son intention littéraire en fait de le publier en 6 livres, le fait d'accepter ça, de ne pas le prendre comme une contrainte à se taper la tête contre les murs, mais plutôt comme une opportunité de faire quelque chose que personne n'a fait depuis longtemps. Juste, c'est génial. Enfin, moi, ça a été l'occasion, disons, comme je l'ai dit, hein, de mettre en branle plein d'idées que j'avais depuis un siècle et que des fois je teste, pas un siècle, je ne suis pas aussi vieux, mais plein d'idées que je teste et que j'ai envie de tester à plein régime. Et là, c'est vraiment une superbe occasion pour moi de révéler. Et pour l'instant, je suis assez content. Bon, c'est super, le livre n'est pas sorti, donc je peux être content. Hein. Dans 3 semaines, je vais pleurer ma race, mais voilà, ça fait partie du jeu, quoi. Enfin, voilà, si
il y a pas de gloire sans risque. J'ai pas besoin de gloire, mais voilà, c'est un livre qui nous donne l'opportunité de secouer un peu les énergies, de réenchanter un peu le monde un peu plan-plan dans lequel la littérature étrangère vit, même s'il y a des choses très, très intéressantes, de la même façon qu'Elinor Damer va tenter à sa manière de réenchanter ou de foutre son why dans une petite ville. Euh, voilà, il y a plein de choses qui expliquent l'intégration de Blackwater, de McDowell dans notre catalogue. Mais j'ai oublié votre question, Anthony, en fait. Je suis désolé, je parle. Mais... Entre votre métier d'éditeur et justement cet auteur-là, qui, à mon sens, hein, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une familiarité entre vous, il y avait des ponts qui se créaient. C'est surprenant, on a l'impression que cet auteur-là, il est quasiment été édité avec vous, en fait. Donc c'est surprenant. Et Bah, notamment pour l'enfance, notamment sur ah l'enfance, oui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il disait quand même, je ne crois pas aux enfances heureuses, ouais, c'est je ne clair. pense pas qu'elles soient une bonne chose pour qui que ce soit, je crois que les gens grandissent mieux en étant légèrement pervertis. Ouais, et oui, il avait une théorie du monde très, très spécifique, hein, très, très particulière, qui vient de sa propre histoire. D'ailleurs, Blackwater a son livre le plus autobiographique. Hein. Et cette dimension-là en rajoute, par rapport à ses autres livres, rajoute quelque chose. On ne peut pas dire qu'on le sente derrière tout ce qui se passe, mais il y a plein de choses qui, euh, qui fleurent la réalité, qui fleurent, waouh, c'est bien vu, donc il y a quand même des chances que ça a été vrai, etc. Et ça c'est intéressant parce qu'en effet, ça me rejoint sur une certaine noirceur et en même temps une certaine magie de l'imagination, parce que tout est dedans, tout est inclus dans ça, quoi. C'est-à-dire que la peur, comme le bonheur, naît aussi d'une forme d'imaginaire très, très développée, quoi. Et voilà. Mais bon, Blackwater, vraiment, ne se prend pas la tête là-dessus. Enfin, il raconte énormément de choses, il porte énormément de choses sans en avoir l'air. Et ça c'est extrêmement fort, quoi. J'adore, vraiment, je trouve ça fascinant. Stéphanie, c'est à toi. Oui, bonsoir Dominique, bonsoir à tous. Alors moi, ça m'intéresserait de savoir comment vous êtes tombé sur ce texte, parce que vous êtes bien sûr connu pour dénicher des choses assez improbables que personne ne connaît en France en tout cas, ou de faire revivre des choses qui ont eu beaucoup de succès aux États-Unis souvent et pas forcément chez nous. Donc, comment vous êtes tombé dessus et est-ce que ça vous a pas fait peur justement cette dimension très commerciale comme vous l'avez expliqué tout à l'heure? Et quelle était la réception dans d'autres pays également, si ça a été traduit dans d'autres langues éventuellement? Alors, jamais traduit dans d'autres langues. Et je ne me rappelle pas comment je suis tombé dessus. On m'a posé plusieurs fois la question, impossible de retrouver le truc. Je sais juste que l'un de mes détecteurs, qui est en fait un truc très simple, c'est si un texte est réédité plusieurs fois chez différents éditeurs, c'est un très bon indice pour moi. Et je sais que j'ai tiqué là-dessus. En fait, je l'ai vu chez plusieurs éditeurs différents. Et ça a souvent été pour moi un indicateur avant même de regarder ce qu'était vraiment le texte. Voilà, donc je l'ai vu chez des éditeurs très différents et je me dis si des personnalités qui sont des éditeurs peuvent s'emparer à 10 ans d'intervalle ou 5 ans d'intervalle d'un même livre, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Et ensuite, il est possible, je dis il est possible, hein, que ce soit dans ma quête de livres très gros aussi. J'aime beaucoup, donc je l'ai dit, je suis assez obsédé par les très gros livres. Les livres très multigénérationnels qui prennent le temps d'explorer des relations entre des personnages sur très longtemps. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, je sais que l'indice était là, mais malheureusement, je ne me rappelle plus quel a été le premier contact avec le titre. Et vous aviez une autre question, je crois.
Non, enfin, vous avez répondu. Oui. Mais alors, du coup, enfin, quand vous l'avez lu la première fois, parce que vous ne vous rappelez pas de la façon dont vous l'avez trouvé, mais quand vous l'avez lu la première fois, vous l'avez lu en anglais. Alors, Euh, malheureusement, et, je lis pas en anglais, hein, mais ah je lis non, pas, moi. Moi, je l'ai expliqué la dernière fois, je lis pas les livres que je me décide à faire, en fait. Je, 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 je- J'utilise d'autres outils, d'autres choses pour me mener à la décision et je ne découvre que le texte lors de sa traduction, en fait, ou du bribe de sa traduction. En fait, je travaille sur des indices, comme un enquêteur. J'essaye de voir à travers tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, tout ce que je peux récolter sur le livre, si celui-ci va m'intéresser. En fait, voilà, c'est très lié à ma forme, enfin, à une façon que j'ai de travailler qui en fait, je travaille sur le creux, enfin sur le miroir, sur le reflet en fait. J'essaye de voir euh, le reflet du livre dans les yeux des lecteurs et qui l'ont déjà lu, pour les livres étrangers bien entendu. Et j'essaye de voir ce reflet et de le comprendre au mieux pour voir si je pourrais en faire quelque chose. Et ensuite, si vraiment j'ai des doutes, je le fais lire en fait. Je le fais lire aussi. Mais moi, je le lis pas. J'ai une très mauvaise. Je suis un très mauvais lecteur. Un très mauvais lecteur. Je me fais pas confiance en tant que lecteur, donc j'ai plein de biais et je me sers pas de mon propre avis pour me décider souvent. Je travaille autrement, quoi. mais donc ça veut dire que, enfin, vous choisissez un texte à partir de la réception et du succès potentiel plus que forcément sa valeur, ça veut dire ça? Ou de son insuccès aussi, hein. Attention, pour moi, tout est révélateur. Même si un livre n'a pas marché, ça peut être intéressant aussi, en fait. C'est aussi ça. Ou s'il est refusé, c'est aussi ça, hein. Il ne faut pas voir comme si je courais après les vainqueurs, en fait. Ça peut arriver aussi que ce soit des textes en fait, qui aient été refusés, des textes qui ne trouvent pas preneur, des textes qui n'ont pas trouvé preneur alors que ça avait du sens. Beaucoup de livres que j'ai publiés avaient déjà été présentés à d'autres éditeurs qui les avaient trouvés par d'autres chemins et qui ne les ont pas pris. Et voilà, McDowell, il est sorti il y a 40 ans, quoi. Il y avait tout un, je veux dire, il y avait quand même pas mal de temps pour qu'il soit publié, d'autant qu'il avait déjà été publié pour d'autres titres en France. Donc voilà, c'est aussi ces échecs-là qui sont révélateurs de choses, parce que ça me fait me poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont refusé et je m'interroge là-dessus. Est-ce que c'était des bonnes raisons ou est-ce que c'était juste des mauvaises raisons éditoriales? Voilà. Et après, ensuite, je fais mon chemin là-dedans. Après, on parle de textes qui n'ont jamais été traduits. Quand il s'agit de textes qui ont déjà des traductions, qui sont écrits directement en français, le process est un peu différent. En effet, je lis, même si je me défie. C'est-à-dire que je suis en défiance vis-à-vis de moi-même, mais voilà, ah oui, si, il y avait le texte, oui, l'aspect populaire, enfin l'aspect grand public. Oui, en fait, vous aviez raison, ça m'a inquiété, en fait. Quand j'ai découvert Blackwater, je me suis dit, ouais, est-ce que j'ai vraiment ma place, quoi? Est-ce que je vais être capable de faire un livre comme ça, hein? Est-ce que je vais être capable de porter un livre qui est théoriquement très grand public, qui n'est pas un livre d'horreur, comme il a toujours été brandé aux États-Unis. Aux États-Unis, il est resté dans une niche très, très, très précise, fantastique horreur. Ce qui, à mon humble avis, est une erreur, quoi. C'est un livre qui dépasse ces codes et ce genre. Néanmoins, c'est vrai que quand j'ai commencé à le lire, voilà. Mais petit à petit, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai fait le cheminement. J'ai fait un cheminement où je me suis rendu compte que c'est pas du tout, pas, c'est pas que bien écrit, c'est surtout très riche en fait. C'est très riche et ça fonctionne à plein de niveaux différents. Il y a, comme on l'a dit, des supports réflexifs, il y a des idées, le matriarcat, mais il y en a d'autres idées, mais il y a aussi un niveau qui est très très fort, qui est l'idée très Lovecraftienne et un peu King aussi du territoire littéraire, c'est-à-dire par exemple, Castle Rock, c'est le territoire littéraire de King à une époque, une ville imaginaire, avec sa périphérie, sa structure, etc. Et bien, Perdido et l'Alabama dans son ensemble est le territoire littéraire comme de McDowell. Et ça veut dire quelque chose de très fort.
et qui fonctionne très bien dans le livre, c'est ce territoire en fait qui a l'air d'être un territoire réaliste, hein, qui existe. L'Alabama, ça existe. Perdido, ça existe. La rivière Perdido existe, la rivière Blackwater existe, mais elles ne se croisent pas, enfin, il n'y a pas de confluence. Donc tout ça existe, ce qui nous est raconté pourrait exister, sauf que quand on met le doigt quand on rentre à Perdido, en fait, il y a plein de petits marqueurs, des marqueurs un peu gothiques, mais aussi un peu macabres, qui font que c'est comme si on arrivait à Poudlard, quoi. Et il y a plein de petites choses liées, des petits signes qui sont disséminés partout. Il y a un cimetière indien qui a aucun rôle dans l'histoire, mais qui est cité. Vous voyez, c'est ça. Il y a aussi il y a des sorts, il y a quand les gens se parlent, en fait, quand ils s'insultent, finalement, presque toutes les insultes ont trait à la mort. Et tout ça n'est pas anodin, c'est une vraie volonté. Il a fait une sorte d'inventaire presque oulipien de toutes les choses un peu sombres et gothiques qu'on pourrait mettre dans un livre. Et ça fonctionne à plein régime, parce que même si ça n'apporte rien en premier à l'histoire, ça apporte quelque chose de très fort à l'ambiance. Et ça allie à ce petit territoire géographique et littéraire qui est lié à l'imaginaire, quoi. Bref, je me laisse aller. Et alors, je rebondis sur... Pardon, Stéphanie, vas-y. Non, mais c'est une autre question. Si tu veux en poser une autre avant, Je voudrais juste rebondir sur ça, sur le côté fictionnel ou non, parce qu'il y a cette note de l'auteur dès le début qui dit que les choses ne sont pas forcément toutes fictives. Il y a un doute sur cela, sur les personnages. Est-ce qu'on a su, est-ce qu'on sait réellement ce qui est fictif totalement ou non? Est-ce qu'il a voulu semer le doute? Il y a une anecdote qui m'a été rapportée par son compagnon qui dit que quand le livre est sorti, quand les livres sont sortis, il les a envoyés à sa famille avec qui il était vraiment, qu'il avait rompu, hein, vraiment rompu. Et sa grande-tante, hein, qui a l'air d'être la Marie-Love, une sorte de matriarche du clan McDowell, lui a écrit ça aurait pu être intéressant comme livre s'il n'avait été publié que pour nous. Voilà. Et c'est très particulier. Ça, en creux, ça veut dire que c'est un livre qui est très. Il y a beaucoup de vérité derrière. Quoi. Voilà, il y a beaucoup de vérité derrière. Et ce qui en fait aussi quelque chose de solide sur les relations, surtout humaines, qui sont le cœur du projet. Le fait de vivre ensemble, le fait de vivre sous un même toit, le fait de vivre avec des gens, des vivants, mais aussi des morts, mais aussi des gens qui sont un peu entre les deux et qui ont une pression sur nous permanente. Lui parlait de la famille comme un tuteur, comme un tronc planté en nous, et c'est très, très présent dans Blackwater, même si ce n'est pas le cœur, même si la thèse n'est pas là, c'est très présent. Et toutes ces couches surajoutées qui ne font pas du tout un millefeuille impossible à déguster, fonctionnent très bien, très, 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 très bien. Chacun peut y lire ce qu'il veut, et surtout, la relecture, on découvre plein de choses, des détails du livre 1 qui en fait font résonance au livre 5, etc. Tout fait sens, il y a plein de petites choses cachées, et ça j'adore. Parce qu'en plus on n'est pas obligé, on n'est pas du tout, une remarque de Sister ne va pas, un peu bizarre, ne va pas nous choquer, parce qu'elle est bizarre, Sister, c'est un personnage du livre, mais néanmoins quand on finit le livre, ou quand on arrive un peu long, on se dit « Ah putain, mais ouais, mais bien vu quoi ». Et ça, j'adore, en fait, ces livres qui nous font réfléchir à ce qu'est un livre, et surtout qui ont un aspect très ludique. Mais la publication en épisode est aussi liée à ça, quoi, hein. C'est ça aussi, rajouter une dimension très, très interactive et nouvelle avec un roman, quoi, le transformer en autre chose. Dire qu'un seul tome, c'est une série, c'est un feuilleton, donc il vaudrait mieux les lire de manière chronologique. Ça paraît plutôt Oui, on peut pas, hein, on peut pas. difficile. On peut pas, c'est impossible, même s'il y a un résumé, ça me paraît compliqué. On peut peut-être le 2, mais à partir après, c'est dommage, quoi. Non, c'est vrai que c'est une série, donc en gros, c'est incomplet si on n'en lit qu'un. Mais voilà, hein, comme une série, le premier est une sorte de pilote, présentation des personnages, montée des enjeux, quelques rebondissements très spécifiques. Mais après, quand on le relit, on s'aperçoit que beaucoup de choses étaient déjà présentes. Là, quand Yoko lisait, je m'aperçois qu'il y avait des détails que je n'avais pas tout à fait repérés et qui étaient déjà en creux dans le prologue, qui annonce déjà beaucoup de choses, quoi. Et ça, c'est... Ouais, moi, j'aime beaucoup. Moi, je l'ai lu, je ne sais plus combien de fois maintenant. Je l'ai lu 7 ou 8 fois, et
c'est plus possible que je puisse l'oublier, mais j'aimerais vraiment pouvoir l'oublier pour recommencer, et surtout avoir des moments d'attente entre les livres, quoi. Alors, on peut les binger, hein. Tous les gens que je connais, à qui je les ai confiés, ils les ont tous lus d'affilée, même si souvent, dans les bons livres, je recommande surtout de lever le pied, quoi. Une fois qu'il est fini, il est fini, quoi. Donc, vaut mieux prendre son temps et peut-être jouer le jeu, comme l'a voulu McDowell. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Et c'est ça qui est super, c'est d'avoir mis en place le même dispositif afin que les gens ils aient le choix. Et ça, c'est juste super. Je suis très content de l'avoir fait et je trouve ça juste génial. C'est un peu magique, en fait, pour moi. Et Stéphanie, tu voulais encore reposer Oui, une question? oui, c'était sur la dimension saga. Ça implique quoi pour un éditeur de se lancer comme ça dans une saga? Parce que si on se rend compte avec les premiers tomes, par exemple, que ça marche pas comme on l'avait espéré, est-ce que c'est pas, est-ce que voilà, c'est pas quelque chose de très risqué? Ou au contraire, est-ce que c'est pas sécurisant de se dire que bah voilà, on les enfile les uns après les autres et donc, c'est assez confortable de se dire qu'on en a plusieurs à disposition. Enfin, voilà, c'est quoi le rapport avec la saga? Alors, le terme saga est utilisé par Michael McDowell, hein. C'est lui qui me l'a glissé, hein. C'est le sous-titre du livre. Le sous-titre du livre, le titre du livre, c'est Blackwater. Le sous-titre, c'est l'épique saga de la famille Casquet. Et ça m'a mis aussi à l'oreille. Alors, en effet, c'est à la fois... alors, c'est pas réconfortant. On l'a transformé. En fait, nous, on l'a verrouillé avec notre diffuseur-distributeur afin que ça soit une machine, en fait. La machine va se dérouler. Si ça ne prend pas, bah, tant pis, ça ne prendra pas, hein, mais en tout cas, elle va se dérouler quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on a travaillé en amont de façon très spécifique afin que les libraires travaillent tout le projet en une fois. Généralement, le rythme n'aurait pas permis ça. C'est-à-dire que comme les livres sortent sur 3 mois, normalement, ce qu'on appelle les représentants devraient aller 3 fois voir les libraires et 3 fois parler d'abord des 2 premiers, puis des 2 seconds, puis du 3 et du 4, puis du 5 et du 6. Là, en fait, nous, ça a fait partie des problèmes à régler. On a décidé que non, les libraires, avec les représentants, allaient tout travailler d'un coup. Et pour qu'ils travaillent tout d'un coup, il fallait qu'ils lisent d'abord, qu'ils en sachent vachement sur le projet, afin de sécuriser une mise en place globale, c'est-à-dire qu'une existence d'un nombre de livres X est d'une présence très forte en librairie. Et voilà. Après, ça a des avantages. Ça a un désavantage très fort, c'est que si ça ne prend pas, ça va être dur à vivre. Mais bon, voilà, et qu'est-ce qui n'est pas dur à vivre aujourd'hui? Très, très hâte que... Bon, ok. On demande dans le chat si tous les livres sont égaux, entre guillemets, en termes de pagination. Donc, on rappelle qu'ils sont... Il y en a un qui fait 240 pages. Le troisième fait que 240 pages. Mais sinon, tous les autres font 260 pages. Voilà. Et sur le prix, puisque c'est aussi une question, sur le prix, ils sont tous au même prix. Oui. Et on vous demande si c'est un pari économique risqué pour la maison d'édition à la sortie de... Oui. Là, c'est clairement, en fait, donc je reviens, je me doutais que la question viendrait, donc je reviens en arrière. Donc, en fait, pour faire le feuilleton, il faut répondre. Moi, la réflexion que j'ai eue, c'est comment faire pour que des lecteurs achètent 6 fois un livre ou 6 livres, ou au moins tentent le coup sur les 2-3 premiers pour voir si ça leur plaît ou pas. Donc, en gros, il fallait répondre ça. Il fallait que le prix soit le plus accessible possible. Et 2, que l'objet soit le plus fascinant possible, le plus attirant possible, pour laisser une chance à l'histoire de se développer. Donc, en gros, partant de là, j'avais un vieux rêve, une vieille forme que je voulais exploiter depuis longtemps, qui était le fait de créer un livre qui ne ressemblerait pas à un livre, qui ressemblerait à une boîte de parfum ou un paquet de cartes à jouer ou quelque chose comme ça. Et donc, je l'ai créé avec un illustrateur, Pedro Oyarbide, mais tout ça a un coût de création, un coût de fabrication. Et la seule façon de réussir à avoir 6 livres à 8,40 € avec une fabrication totalement fantasmagorique, c'est d'avoir un très gros tirage. C'est d'avoir un très, très gros tirage. D'où une sorte d'auto-piège, en quelque sorte, où pour réussir à offrir au lecteur quelque chose
cette sophistication en tant qu'objet, tout en étant quelque chose de très industriel, d'un peu artisanal et de très artistique. Il faut que la mécanique commerciale et de fabrication soit énorme derrière, quoi. Et voilà, d'où le fait que c'est un gros pari, ça c'est sûr. Mais c'était la seule façon de le faire à ce prix-là. Parce que sinon, j'aurais pu faire des librios tout moches à 2 euros, mais j'avais pas du tout envie. Et encore aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'avec l'inflation, ça marcherait plus. Mais c'était pas, voilà, c'est un livre voilà, qui se prête à tellement de choses, qui est tellement riche que c'était normal de vouloir créer 6 couvertures avec une approche très particulière de l'objet, avec un besoin de décloisonnement de gens, avec toutes sortes de tout un spectre qu'il doit transporter. Je veux dire, pour moi, ces objets, le premier ressemble un peu à un Jules Verne avec un côté Hetzel, le deuxième, c'est direct du tatou, le tout, c'est du bling-bling, etc. Le troisième, il est un peu gothique, etc. etc. Il fallait vraiment qu'il y ait une multiplicité de choses qui fassent que les lecteurs se disent « Putain, j'ai accroché, mais en plus, il est hyper beau, allez, vas-y, j'y vais ». Et puis voilà, et puis voilà. Donc tout ça fait que accumuler, la seule réponse industrielle possible, c'était un très gros tirage. D'où en effet un risque certain, mais Jean-Marc. mesurable. Oui, Jean-Marc. Oui, Oh, bonsoir Dominique. bonsoir. Je reste dans le côté économique et le tirage parce qu'effectivement, je vois bien le gros risque. J'imagine en même temps qu'acheter du papier et trouver une telle quantité de papier en ce moment, ça a dû être un peu chaud aussi, même si vous l'avez fait en amont. Sur le risque, effectivement, c'est un gros pari parce qu'on connaît ce modèle un peu même si on ne peut pas l'apparenter aux collections, mais il y a toujours un peu d'attrition au fur et à mesure. Mais je vais renverser parce que je ne veux pas parler de ça, c'est trop négatif. Moi, je veux parler du côté positif finalement. Et si ça fonctionne encore mieux, pleinement, c'est presque frustrant parce qu'arriver à faire un retirage d'un livre comme ça, avec le travail de couverture qui est fait, ça sera quasiment impossible, j'imagine, sous ce format-là ou dans cette collection. Donc, je fais exprès de poser la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe si c'est un énorme succès? Et puis, la deuxième chose qui va avec, c'est finalement, Anne était déjà aussi une succession de livres. On a Blackwater comme ça. Est-ce que c'est un format que vous allez de plus en plus explorer et ou au détriment du reste? Voilà, il y a plein de questions, mais j'en ai d'autres. Alors pour moi, Anne, c'est différent parce que c'est en effet une série. Blackwater est une œuvre en soi. C'est une mini-série, si vous voulez. C'est un truc à part. Alors, concernant en effet, parlons du succès, il se trouve que j'ai déjà acheté le papier pour les réimpressions et que j'ai déjà les réimpressions des couvertures en cours. Parce que en fait, le truc le plus long, c'est les couvertures. Les couvertures, elles prennent presque un mois à être faites. Enfin, chaque couverture est très longue à faire. Il y a beaucoup d'étapes. C'est fait individuellement par un seul conducteur de machine. C'est très appliqué et en même temps, c'est très industriel parce qu'il faut amalgamer, il faut des tirages rapides, etc. Mais je prends le risque, et là, j'ai pris le risque de réimprimer des couvertures, parce que les livres après sont faits en 3 jours. Mais oui, au cas où ça marche. En Ça veut fait. dire que la mise en place, il y a eu des retours plutôt favorables, non? Oui, largement. En fait, notre objectif, en gros, c'était d'avoir un global de 60 000 exemplaires mis en place sur toute la série. C'est-à-dire, j'ai tiré 130 ou 120 000 exemplaires, je ne me rappelle plus. Et mon objectif, c'était d'avoir une mise en place globale de 60 000 exemplaires, découpés à peu près comme suit, genre 15-16, 15-16, 14, 10, 10, 9, un truc comme ça. En effet, avec la décote très connue possible. Il se trouve que l'enthousiasme, on trouve que ça a très bien marché. On va être à 80 000 exemplaires de mise en place. Donc, en gros, les acteurs du marché, que sont les libraires, ont vraiment accroché. C'est juste que c'est structuré différemment que ce que je pensais. Il y a eu une très grande envie du 1, du 2, mais parce qu'en fait, c'est les volumes que les libraires ont lus. Du 3 aussi, puis un peu moins du 4, et puis ça décote normale après. Donc, mais au-dessus de ce que j'avais estimé. Donc, en gros, oui, tout est en place pour que ce soit, pour que le livre soit très visible. Au début, en tout cas, et quand il sera seul, il sera pas mal visible, mais surtout quand ils vont commencer à être 2 puis 3, sans être l'armée des clones, ils seront vraiment là, quoi. Et en juin, les 6 seront là
au taquet pour la saga estivale. Bon, bref, je plaisante là. Mais oui, voilà. Donc oui, moi je fais le pari gagnant, je vais pas jouer, je vais pas jouer. Alors après, s'agit-il d'un modèle? Pas pour moi. Je n'ai pas d'autres livres analogues à ça. Anne, c'est un peu un truc à part. C'était l'envie d'avoir une nouvelle direction de fabrication et d'objets qui m'a beaucoup plu, avec des textes qui m'ont beaucoup plu. Et je trouve ça très chouette d'avoir renouvelé ma façon de faire des livres. Même si avec Blackwater, je trouve que je l'ai encore plus renouvelé parce que je suis allé beaucoup plus loin dans, dans finalement dans l'objet, même si, enfin, je ne sais pas si les gens se rendront compte, mais c'est totalement dingue, quoi. C'est ce qu'on a fait, quoi. Enfin, bon, c'est à la fois très accessible, très fascinant, ça plaît aux enfants comme aux adultes. Il y a une densité intellectuelle et passionnelle. On a mis énormément de choses dans les livres, en tant qu'objet éditorial. Voilà, chaque détail a été pensé. Que ce soit il y a un arbre généalogique, je l'ai dessiné moi-même sous forme de rivière, on l'a fait évolutif, parce que dans l'édition originale, par exemple, cet arbre généalogique, il est complet du début à la fin, en fait, et donc ça spoil énormément. Alors on a trouvé ça complètement fou. On a rajouté aussi l'arbre généalogique des domestiques, qui ont un rôle extrêmement important. Enfin voilà, le plan de la ville, je l'ai dessiné moi-même. Bon, c'est pas la folie, hein, j'ai fait ça sous Paint, hein, mais l'idée, c'est que c'est évolutif et que ça suit le lecteur sans rien spoiler. Tous les résumés sont pensés, tout est... Voilà, voilà, vous rentrez dans un monde, quoi, dans un petit monde qui est le monde de Blackwater, quoi. Et commercialement aussi, en fait, tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens avec cette... voilà. Et on remarquera le sens du détail de Pedro Oyarbide dans chaque couverture. Il y a des petits éléments à chaque fois, pas forcément cachés, mais en tout cas qui sont intéressants. Est-ce qu'on pourrait parler de lui parce que c'est un artiste espagnol qui est spécialiste des cartes à jouer, ce qui est surprenant. Vous avez fait un autre choix cette fois-ci pour l'illustrateur. Et peut-être qu'on diffuse, qu'on montre la vidéo juste après de l'imprimerie. Alors oui, de l'imprimerie du livre. Ce n'est pas l'imprimerie de la fabrication des couvertures, où là, on a une vidéo, mais qui est encore en cours de production. Oui, Pedro, en fait, quand je me suis lancé dans le projet, il y avait cet impératif qu'il fallait créer des objets fascinants, que les gens veuillent encore plus que tous les livres que j'ai fait prendre entre leurs mains. Et donc, j'avais cette histoire de jeu de cartes, en fait, ça fait très longtemps que je collectionne les jeux de cartes parce que je trouve ça très attirant. Très simple, en fait, ça fait partie presque de notre quotidien, mais très attirant parce que je ne sais pas pourquoi, il y a plein de choses dedans, sans doute un peu de magie, un peu de mystère, ça évoque plein d'imaginaire. Et je voulais avoir une fabrication analogue et voilà, donc j'ai regardé, j'ai fait une sorte de veille et j'ai regardé les 5-6 plus grands artistes à l'heure actuelle qui faisaient des jeux de cartes. Et il y en a des choses qui sont magnifiques, mais beaucoup sont très abstraites, très, très belles, hein, mais très abstraites. Et j'avais besoin qu'il y ait du narratif, en fait, justement pour pouvoir avoir un livre qui raconte quelque chose à tout le monde. Et Pedro, c'est le seul qui faisait ça. Et donc, on a travaillé pendant 1 an. Alors, il est très cher, hein, parce qu'il ne fait pas des couvertures de livres, lui, d'habitude. Donc, c'était une blinde, mais il a travaillé vraiment très dur. Il a lu les livres, il a travaillé très, très dur. Voilà, ça a été un travail collectif, d'évolution, de choix, d'idées, de transformation. Et je suis très content, quoi. Je suis très, très content du résultat. Après, l'impression, ça a été autre chose, mais vraiment, le travail avec Petro était très, très intéressant. Alors, ça, c'est la vidéo de la fabrication des livres eux-mêmes. Donc, voilà, allons-y. C'est l'imprimerie Firmin Didot. Voilà, je vous conseille, si jamais le son s'ouvre, de couper le son pour l'instant parce qu'au début, il est très fort. Je vais peut-être le mettre le moins possible. Si tout le monde voit la vidéo, c'est bon? Oui, Dominique, vous la voyez, c'est bon? Moi, je la vois. Alors, c'est bon, c'est parti. Donc là, je ne sais pas si les gens m'entendent.
Ouais. Oui, c'est bon. Donc là, en fait, Blackwater est imprimé sur des rotatifs. Ce sont les machines qui font essentiellement du livre de poche, mais qui font aussi des très, très gros tirages. Donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la forme imprimante. Ça, c'est les pages type, c'est ça qui imprime. Et le papier se déroule en bobine. Vous voyez là, la forme en bas, ça, c'est ce qu'on appelle la forme imprimante. Vous pouvez continuer, c'est pas grave, je ne vais pas faire un cours. Et c'est ça qui imprime les pages. Donc, tout le livre est imprimé recto verso en moins de quelques secondes. Vous allez voir le rythme après. Et ensuite, ailleurs, dans l'imprimerie, on va le voir après, on insère les couvertures qui ont été fabriquées dans une autre imprimerie, mais une imprimerie à Bègle, juste à côté de là où j'habite. Donc là, ça a déjà été découpé. On peut voir qu'en fait, on n'a plus une grande feuille, on a juste des bandes de papier qui font 2 pages. Et ça va être assemblé. Et d'un autre côté, les couvertures vont arriver et on va façonner le livre d'un coup. Ça va à une vitesse complètement hallucinante. Alors, en effet, les standards de qualité ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on a d'habitude, mais c'était le seul moyen pour pouvoir atteindre un prix de 8,40 l'unité. Donc là, on va faire le tour. Donc, c'est une très, très grosse machine. J'ai oublié le nom de la machine. C'est pas une rotopage. Bon, bref. Et voilà, si vous regardez le petit cadran en haut, c'est le nombre de livres qui sortent. Vous voyez, c'était le tout début du premier tirage, 1626, 1627. Ça va très vite. Et là, vous voyez les livres qui sortent, qui ont été directement façonnés. Donc, ça va, ce rythme-là, c'est extrêmement rapide. Donc, ils ont été tirés en novembre dernier. Et donc là, on va faire le tour de la machine. Donc, vous avez les livres qui sortent. C'est un processus un peu magique, en fait. J'adore. Donc là, il va y avoir une sorte de massicotage, c'est-à-dire qu'on découpe chaque bord, hop, le livre est nickel, tel qu'il sera fini. Alors, il est un peu relevé parce que la couverture a été à peine pliée pour ne pas être trop abîmé. Et hop, il est passé entre des serreuses et ils vont être filmés par paquet. Là, vous voyez une machine, c'est la machine du tout début, en fait, où on insère les couvertures. Alors, on ne les voit pas bien, les couvertures, mais ces grosses machines qui passent là, ce sont des pinces où les couvertures sont prises et vont être encartées dans le livre. Enfin, on va encarter le livre dans cette couverture. Donc là, la grosse machine, et on revient au début. Allez, et on va voir le petit gars qui met les couvertures. Ah, le petit gars là, le voilà. C'est lui qui surveille un peu. Il met les couvertures dans la machine. Alors pour l'anecdote, enfin je raconterai peut-être après. Donc voilà, là vous avez les couvertures à plat, donc qui ont été fabriquées ailleurs et amenées ici. Hop, il glisse, il les met au taquet. Alors c'était très dur parce que pour obtenir des livres parfaits qui sont presque très qualitatifs sur ces machines, c'est très compliqué parce que c'est des process ultra industriels qui vont très très vite. Le contrôle de qualité est très aléatoire et là ils se sont vraiment impliqués. J'ai vraiment senti et j'étais rassuré parce qu'on fait des couvertures pendant des mois et des mois sur lesquelles on sue. Et, et si après ça merde que c'est de traviole, voilà. Je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est dans les standards. Et voilà, et vous avez un livre assez sophistiqué pour 8,40 €. Voilà. Merci Dominique pour ce partage. Est-ce qu'on peut parler aussi des précommandes, peut-être des coffrets aussi? Pour l'instant, il n'y a pas de coffret parce que c'est très compliqué en fait. Les coffrets, je l'ai testé avec Anne justement, c'est vraiment très compliqué. J'aimerais bien, tout le monde aimerait bien, mais c'est pas que graphiquement compliqué, c'est juste c'est des logiques commerciales et des logiques de fabrication. Il faut faire les coffrets, il faut les plier, il faut mettre les livres dedans, il faut trouver les livres, il faut les envoyer. C'est très très compliqué. J'aimerais bien, mais je le sens là, je me sens un peu serré dans le temps pour les faire. J'y réfléchis. Mais après, j'aimerais bien, vous savez bien, moi j'aime bien les goodies, j'aime bien les gadgets, j'aimerais bien le faire. C'est juste que, bon, pour l'instant, j'y suis pas arrivé. Donc, ça viendra peut-être si j'ai du temps. Bon, parfait. J'aimerais revenir sur le travail de McDowell parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez lu 2 ou 3 autres livres. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet univers-là? Est-ce qu'il y a une possibilité que McDowell intervienne peut-être plus tard chez Monsieur Toussaint Louverture? Et on sait que c'est un auteur qui est extrêmement protéiforme. Il a tout fait, ou presque. Racontez-nous aussi peut-être ses autres facettes en tant qu'écrivain.
Alors, moi, j'ai lu ce qui a été traduit en français, c'est essentiellement de l'horreur, en fait. C'est 2 livres, il y a Les Brumes de Babylone et Cauchemar de sable. Cauchemar de sable qui est considéré aux États-Unis comme son meilleur livre d'horreur. Après, moi, j'ai pas trouvé ça terrible, mais je pense que c'est lié à la traduction et que je suis pas un lecteur, je suis plus un lecteur d'horreur. Mais même, enfin, je sais pas, il faudrait vraiment que je m'y repenche. Mais il a touché à tout. Là, en fait, oui, il va y avoir un autre. Alors, Taupine, c'est un livre très particulier, traduit plutôt bien par Patrick Marcel, mais qui m'a lui-même avoué que c'était une de ses premières traductions. Et Patrick Marcel, c'est le traducteur de Game of Thrones, Neil Gaiman, et qui, en fait, connaissait très, très bien McDowell et qui a échangé une correspondance avec lui et dont on va faire une vidéo très bientôt. Enfin, la vidéo est faite et on va la sortir très bientôt. Et Taupine, oui, c'est l'histoire enfin, à la première personne de quelqu'un déséquilibré, mais on ne sait pas si c'est vrai, pas vrai. Voilà, mais non, nous, on va sortir. Enfin, j'ai lancé la traduction de son deuxième roman, de son premier roman historique, voilà, qui se passe dans le New York des années 1890. Très pas mal, une histoire de vengeance. Voilà, c'est parce que j'avais envie et je trouve ça super, vraiment, parce qu'il touche à tout et que je trouve ça intéressant et solide. Et j'ai envie de poursuivre un petit peu, en tout cas, avec certains livres avec lui. Enfin, voilà, si je peux faire quelque chose. Et je trouvais ça intéressant de continuer à essayer de montrer justement à quel point quelqu'un peut toucher à tout tout en étant discret. Et voilà, et ça, je trouve ça super, quoi. Et celui-ci, il avait été publié en paperback? Oui, tout a été publié en paperback, hein. Il n'y a pas de... peut-être pas Taupine. Non, Taupine n'a pas été publié en paperback, justement, c'est le seul. Il a été publié en grand format avec des photos, etc. Mais tous les autres ont été publiés en paperback. Ah, si, le seul qui échappe, en fait, c'est celui qui a été terminé et publié de façon posthume, terminé par Tabitha King, qui est écrivain et qui est autrice et qui est aussi la compagne de Stephen King, qui a été publié en format aux États-Unis, qui s'appelle, en américain c'est Calliope, en français c'est Calliope, la voix des flammes, un truc comme ça. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu parce qu'il y a il y a 50 pages de McDowell dedans, quoi. Et après, il y a 200 pages de Tabitha King. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. C'est juste que pour l'instant, ça ne me concernait pas, quoi. Qu'est-ce que j'ai oublié le sujet En feuilleton ou pas? de quoi? Celui que vous venez de Ah lancer. non, c'est pas du feuilleton. Non, non. Non, et moi, je le fais pas parce que... Attendez, je vais allumer la lumière. J'ai l'impression qu'on ne voit plus rien. C'est le running gag. Voilà, c'est bon. C'est une spécialité de vivre dans le noir. Non, je ne le fais pas parce que je n'ai pas voulu, comme je le dis, hein, charcuter l'œuvre. Je voulais juste respecter le désir, l'intuition de l'auteur, quoi. Donc voilà. Après, je ne vais pas le refaire sur d'autres livres. Il y a pas de sens. Alors bon, je dis ça et en même temps, l'année prochaine, j'ai un gros roman qui est tellement gros que je me demande si je ne vais pas le couper en deux. C'est dingue, mais c'est pas. Voilà, là, il y a vraiment fond et forme sont liés, quoi. Fond, forme, façon de lire, façon de découvrir l'œuvre, façon de l'explorer, de l'habiter en tant qu'éditeur, de la vivre en tant que lecteur. C'est tout faisait sens. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, et en même temps, très simple, évident presque. Évident. On sait que les projets cinématographiques et en série sont très compliqués, mais on voit très bien Blackwater adapté. Est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a des possibilités que ce le soit? Vous n'avez pas lu le 3e tome. Alors pourquoi? La vraie question, c'est pourquoi ça l'est pas. Dans un premier temps, mon hypothèse est assez simple, c'est que Blackwater, et comme McDowell, est sous les radars aussi aux États-Unis, hein. Même s'il est régulièrement, il a été un gros succès à l'époque, et republié, mais il est republié en effet par des éditeurs, disons, spécialisés en horreur et fantastique, et surtout en horreur. Donc, ce qui le laisse vraiment dans une forme de niche très, très spécifique. Nonobstant ça, il
il y a un deuxième fait, c'est que son agent américain n'est pas tout à fait un agent américain, c'est plutôt quelqu'un qui gère des droits comme un avocat, etc. Il n'est pas proactif dans la cession des droits, ce qui à notre époque est un véritable enjeu. Et enfin, McDowell n'a jamais eu d'article ni de reconnaissance, disons, traditionnelle par la presse. Voilà, il est connu de plein de gens pour Blackwater aux États-Unis et pour certains autres de ses livres. Il est aussi connu pour avoir fait le scénario et l'idée originale de Beetlejuice, d'avoir adapté La peau sur les os, etc. Mais il ne fait pas partie, disons, il n'est pas sur le radar, quoi. Donc, de fait, nous, on a essayé d'envoyer on a envoyé le livre original à des cadres de Netflix et voilà, on essaie, on va voir. Hein, on ne sait jamais. Et puis, la France aussi est souvent un bon moteur d'achat de droits pour des séries, etc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très de très sériel plutôt dans Blackwater, hein, clairement. Il y a et la richesse, et les rebondissements, et aussi toute une place qui pourrait être faite à l'écriture de réalisateur, quoi. Vraiment, quelqu'un qui aurait des choses à dire. Il y a vraiment... Oui, oui, en effet, il a un style déjà très visuel, très cinématographique. Mais il y a aussi de la place, quoi. Il y a toute une histoire qui n'est pas racontée, qui pourrait être l'objet d'un autre livre, enfin, vraiment, ou d'un autre film. Enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà. Alors, après, je détiens pas les droits originaux, donc les droits d'adaptation. Donc, je peux pas, moi, je peux juste essayer d'aider à les faire connaître. Je peux pas aller plus loin, quoi. Parfait, parfait. Si personne n'a d'autres questions, je crois que vous avez épuisé tous les sujets apparemment. Alors oui, on me demande une exclue sur les prochaines parutions. Alors oui, Alors, en juin, je vais publier un nouveau tome de la saga Anne. C'est mon tome préféré. Voilà, c'est très bizarre de dire ça, mais oui. En fin août, j'ai racheté les droits d'un livre que j'adore et qui m'a amené à devenir l'éditeur que je suis, qui s'appelle La Maison des Feuilles de Marc Z. Danielewski, qui est un livre très, très particulier et qui correspond tout à fait à l'éditeur que je suis. De toute façon, c'est normal, il a été très matriciel pour moi. Et je publie donc une édition complètement remasterisée, pardon, et tout en couleur. Et je vais essayer de le faire sauter une génération, parce qu'en fait, c'est un livre qui a eu un gros succès, qui a eu un bon succès dans les années 2000-2010 et qui a disparu, et qui a été republié chez Folio, mais ça fonctionne moins bien en petit format. C'est un livre qui interroge en plus, qui raconte une histoire toute simple. C'est l'histoire d'une famille qui rentre chez elle et qui découvre en fait qu'il y a une nouvelle pièce dans leur maison. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas fait gaffe avant? Alors, parce qu'ils ont aménagé il n'y a pas longtemps, donc ça pourrait être ça. Est-ce que c'est un canular, etc. Et puis petit à petit, ils enquêtent, ils cherchent, ils mesurent, et ils se rendent compte d'une chose étrange, leur foyer est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Truc de fou. Et sur ce, quelques jours plus tard, apparaît une porte dans leur salon, et derrière cette porte, un couloir étroit et obscur, tout noir. Et le personnage principal va s'y aventurer et va manquer de se perdre dans quelque chose qui semble infini, un dédale complètement fou. Et sur ce, il va mettre sur pied une expédition avec des aventuriers pour cartographier ou au moins explorer ce truc. Et là, commence La Maison des Feuilles. Voilà. Et ça, c'est un gros truc. Ensuite, je vais publier Un Grand Animal. C'est ma collection un peu fétiche de titres cultes, grands. la collection que tout le monde collectionne, justement. D'accord. Je vais publier un très très bon livre qui a disparu des librairies, qui s'appelle Le Livre d'Ebenezer Lepage de J.B. Edwards. C'est un livre génial, c'est très difficile à définir. C'est l'histoire qui se passe à Guernesey, c'est l'histoire d'un gars sur la fin de sa vie, un peu acariâtre, mauvais tempérament, et qui raconte sa vie de façon complètement hallucinante. Il nous raconte tous les détails de sa jeunesse, de ses amitiés, de la vie, de la société, de son village, de la façon dont il cultive. Et c'est fascinant. C'est ce que la littérature a de plus incroyable. On ne sait pas très bien classé. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est
une tranche de vie, est-ce que c'est ça? Mais on y est, quoi. On y est, c'est beau, il y a de l'émotion, c'est fascinant, c'est fascinant. Et il est paru chez Maurice Nadeau il y a très longtemps, puis en point, ça s'appelait Sarnia. Ça s'appelait Sarnia. Je préfère largement le titre original qui s'appelle Le livre d'Ebenezer Lepage. Et en plus, l'histoire du livre est excellente elle aussi parce que l'auteur, en fait, n'a jamais été publié de son vivant. Il avait écrit ce gros manuscrit. Il avait même écrit la suite, parce qu'il y en avait en théorie, c'était une trilogie. Il était tellement déçu de ne pas trouver d'éditeur qu'il a jeté le deuxième au feu. Donc, c'est vraiment un truc. Et le livre, il l'a confié à un jeune couple qui était là-bas. Il faut savoir que lui n'a pas vécu tout ça. Hein. Il a habité à Guernesey, il a grandi, mais après, il n'a pas vécu tout ça. C'est vraiment une histoire d'imagination et c'est juste formidable. Et donc, quand il est mort, ça a été publié post-mortem. L'œuvre a connu un très, très grand succès en Angleterre. Voilà, et c'est juste un livre fascinant et avec un très beau... avec un auteur exceptionnel. Voilà, bon là c'est déjà pas mal, j'ai spoilé pas mal de choses, quoi. Vous avoir. Pas de problème là, ça va. Le tome 2 des monstres, est-ce que c'est envisageable? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Il ne faut pas croire ce que vous lisez sur Internet. Il n'y a pas de tome 2 pour l'instant. Elle travaille dessus, elle travaille sur plein de choses. Mais si vous entendez des rumeurs, c'est que c'est les Américains qui, je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, il n'est pas sur le point de sortir. Voilà. Désolé. On l'attendait, mais il viendra peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être, on l'espère. Alors, oui, dites-moi, Dominique, oui. Non, est-ce que si quelqu'un a d'autres questions, je vais regarder le fil. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que je fais des partenariats avec des blogueurs? Non. Hors opération spéciale. Alors, les exclus, vous les avez. D'autres parutions, voilà. Alors, parution, oui, je l'ai dit. Il y en aura un livre. Le coffret, d'accord, non, ça, on l'avait vu. Non, j'avais vu une question intéressante, mais il y en avait plein. Les frais postaux sont-ils élevés? Je ne sais pas. Ok. Peut-être sur le public cible que vous visez avec le livre, vu qu'il y a un gros tirage, il y a un public particulier. Alors non, il n'y a pas de public cible. Après, c'est très compliqué quand on parle de large public. En fait, c'est très compliqué. C'est la cible la plus mouvante qui soit. On essaie de... c'est compliqué. C'est pour ça que je l'ai positionné aussi en poche, parce que c'est le rayon où il y a le plus grand spectre de lecteurs. Il y a des lecteurs assez jeunes et des lecteurs beaucoup plus âgés qui vont en poche, et ça ne freine jamais, comme peut l'être un grand format ou comme peut l'être du young adulte. Non, j'ai pas de lecteur cible. Je sais que c'est un livre qui fonctionne à plein de niveaux et donc pour plein de lecteurs différents. Voilà, qui peut plaire à des très jeunes lecteurs, je l'ai dit, à partir de 14 ans, mais qui peut plaire aussi à des routards de la lecture, vraiment, et puis des gens qui veulent juste se divertir, des gens qui veulent chercher autre chose, des gens à différents moments de leur carrière de lecture. C'est assez évanescent comme public, donc je ne cible pas en particulier parce que ça serait se tromper. Je laisse faire désormais l'objet que j'ai créé et le livre que McDowell a écrit, et en espérant qu'on trouve, que ça trouve son chemin, quoi. Un petit mot sur le récent Zephyr Alabama. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Zephyr Alabama, c'est super. C'est un trésor. Ah, c'est vrai, c'est un trésor. C'est un livre un peu magique. C'est comme Jardin... comme... merde, le Simmons. Merde, j'ai oublié. Le Jardin d'été. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Nuit d'été, de Dan Simmons, ou comme Stand By Me, ou ça, de King. C'est un livre totalement intemporel sur la jeunesse, sur le fait de rêver. Il y a beaucoup de proximité entre Anne et Cory. C'est le pouvoir de l'imagination, c'est le pouvoir de l'écriture, c'est le pouvoir de vivre à 100 à l'heure, tous les rêves qu'on veut quand on est jeune. C'est l'amitié, c'est tout, quoi. C'est une Madeleine, c'est les Goonies, plus Super 8, plus, je sais pas, c'est vraiment très réussi. C'est un vrai trésor, je suis très content de l'avoir. C'est encore un livre totalement transversal. Je le publie en Monsieur Toussaint l'Aventure. En fait, il est aussi pour tout le monde, quoi. Ce livre-là,
C'est un livre qui fait rire, qui fait pleurer, qui fait passer un bon moment. C'est chouette. C'est un livre dans lequel on a envie d'y revenir. C'est un livre un peu univers aussi, un peu comme Blackwater, quoi. Sauf que cette fois-ci, la ville, c'est pas Perdido, c'est Zephyr, Alabama, qui est le vrai cœur du livre. C'est l'histoire d'un petit garçon. Enfin, c'est l'histoire d'un écrivain qui décide de raconter son enfance dans sa ville qui était une sorte de terrain de jeu génial et immense. Et il raconte donc par épisode, divisé sur 4 saisons d'une année, sa vie avec ses amis, son premier crush, le premier jour d'école, son vélo, et puis aussi cette ville où la vision qu'il en a, la vision complètement fantasmée de ce qu'il voit, quoi. Parce qu'il nous dit qu'il y a un monstre dans sa rivière, il dit qu'il y a une vieille femme qui a des pouvoirs, il dit qu'il y a des voitures qui sont pilotées par des fantômes, il dit qu'il a des ailes de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'il y a une proximité avec Anne, et j'adore ses caractères, ses personnages, cette façon de rendre l'enfance complètement magique. Je trouve ça juste génial, je trouve ça doux, je trouve ça un échappatoire. C'est vraiment... grand livre qui peut plaire à beaucoup de gens différents, quoi. C'est vraiment... on a essayé de faire un objet aussi à la hauteur de ce qu'était ce livre. Et il y a aussi un fil rouge. Il y a aussi un fil rouge qui est un thriller. Mais il ne faut pas confondre. Ce n'est pas un thriller, quoi. Au début, l'histoire commence. Il fait une tournée. Son père est laitier. Il fait une tournée, c'est dans les années 60. Et là, il y a une voiture dans la tournée qui fonce dans un lac, un lac sans fond. Alors le père, il s'arrête, il court, il plonge dans l'eau et essaye de sauver le gars qui est au volant. Et en fait, le père s'aperçoit que le gars au volant, il a les mains attachées, ligotées au volant. Il a le cou qui ne tient plus, il a la tête complètement tuméfiée et il ne peut rien faire. C'est une vision d'horreur. Et la voiture plonge dans les profondeurs sans qu'on sache qui c'est, etc. Et cette vision va marquer le père de Cory et le faire tomber dans une sorte de dépression, parce que lui-même croyait que la ville était juste un endroit, Zéphyr, un endroit protégé de ce genre de choses, et ce n'est pas le cas. Et voilà. Et donc le livre on va chercher, parce que bien sûr à ce moment-là, Corinne, lui, n'a pas plongé dans l'eau, et il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un à l'orée des bois, une silhouette, mais qui, on ne sait pas. Donc il y a aussi une sorte d'enquête sur qui a commis cet affreux massacre, cet affreux meurtre qui a mis, voilà. Donc il y a tout plein d'histoires. Oui, Souvenir de Marnie est une pépite aussi, en effet, dans un autre genre. Décidément, que des pépites. On va refaire une petite photo de groupe. Voilà. Merci en tout cas à tous. Ouais, moi aussi, je l'ai. 3, 2, 1. Attends, moi j'ai un autre. Bon, parfait. Merci. Merci infiniment à Yoko qui a encore sa caméra, qui est encore présente, mais qui ne le sait pas. Heureusement, on a coupé son micro. Merci Yoko et merci Dominique, évidemment. Merci à vous. Merci à vous. Et une fois de plus, on n'est jamais déçu avec Dominique Borde. C'était passionnant et on espère que Blackwater aura un immense succès, puisque on rappelle que ça sort le 7 avril prochain, et donc tous les 15 jours, le premier, la crue, et ensuite ce sera la digue, la maison pour le tome 3, et qui sortiront donc tous les 15 jours. On vous le conseille évidemment. Alors merci beaucoup Dominique pour votre temps et cette petite vidéo aussi sur l'imprimerie où c'est sympa. Véritablement au cœur de votre métier. Ok, merci à tous. Et puis voilà, j'espère que vous apprécierez, comme moi j'ai apprécié Blackwater, en tout cas. On verra bien, vous serez au courant si ça ne marche pas, de toute façon. J'ai 2 enfants, j'en vendrai un sur Internet, je pense. C'est dégueulasse. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est trop tard, vous allez écouter. J'ai un chat débile. Je vais d'abord vendre le chat, même si je pense qu'il ne va pas gagner grand-chose. Ok, très bien. Je me déconnecte, Anthony. Passez tous une bonne soirée. C'est le temps de regarder le film de M6. Allez, à bientôt. Merci, c'était super. Au revoir. Au revoir.